Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Malversation, corruption, les grands scandales de la République bientôt devant les tribunaux, c'est une promesse du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Libération des prisonniers politiques, Monseigneur Philippe Kodjo, non satisfait de l'élargissement partiel, a rendu visite ce matin à la prison à Kwacha, Nyassingbe. Enfin, que se passe-t-il réellement au sein de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition? Le CAR n'entend pas se rendre au conclave du mardi prochain. 4 invités pour débattre de ces 3 sujets. Maître Célestin Agbogan, il est le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, Ildefonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, et Marc Abouflan, directeur de la publication de Faits et Chiffres. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Pyramide FM, plus grand, plus haut, plus proche. 105.5 FM. 105.5 FM. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Nouré et bonsoir tous ceux et celles qui nous écoutent. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Directeur du site d'information La Gazette du Togo, la Gazette a 3 ans, la fête continue? Normalement, le 5 février, le mardi passé, on a rendu grâce au Seigneur parce que sans sa grâce... C'est le 5 février exactement ou bien bon, non, c'est un léger différé? Les premières images sont allées sur le site et le compte YouTube le 5 février. Donc ça, c'est la date de démarrage des travaux. Donc voilà. Une coïncidence curieuse. c'est tout ce qu'on raconte. Une coïncidence curieuse. La suite maintenant. Demain, on devait normalement avoir, comme vous avez l'habitude de le voir, une émission débat interactive, mais nos poches ne sont pas encore solides pour organiser cela. Donc on attend de voir. On va prier pour que ça soit le cas. Amen. Même si on quitte ici, on peut se retrouver, il n'y a pas de problème. Non, là, je crois que si on quitte ici, entre 5, on se verra quelque part. Merci beaucoup, Ildefonse Akpaki. Je rappelle le directeur du site d'information La Gazette du Togo à ses côtés. C'est bien Ibrahim Acha, son ami du jour. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Honoré et bonsoir aux confrères en studio. Bonsoir Maître Célestin Agbogan. C'est un plaisir d'être à côté d'Ildefonse qui est un ami à moi, et vous le savez. Oui. Et donc, je ne peux que souhaiter bon courage à la Gazette du Togo et que les choses continuent bien. Je rappelle, Ibrahim Acha, il est le directeur de la publication de Temps Nouveau. Notre 3e invité, Maître Célestin Agbogan. Maître, bonsoir. Bonsoir et je salue tous les auditeurs et auditrices et tous ceux qui sont autour du plateau, particulièrement Ildefonse Akpaki, sa gazette, que je félicite beaucoup pour l'étape franchie et que j'encourage pour la suite. Merci beaucoup. La suite du combat. Merci beaucoup. Maître Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, notre 4e invité, lui c'est la première fois, c'est son baptême de feu dans cette émission. Eh bien, lui c'est Marc Abouflan. Marc, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux confrères en studio, bonsoir à tous les fidèles de Pyramide FM et c'est un plaisir de retrouver enfin les studios de Pyramide FM. Voilà, je rappelle Marc Abouflan, il est le directeur de la publication de Faits et Chiffres. Oui, j'espère que cette fois-ci c'est pour de bon. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je serai là tous les vendredis pour servir les auditeurs. Merci beaucoup. Voilà le plateau. Vous l'avez constaté, le tout premier sujet, on va parler un peu de la prison du Togo. Monseigneur Kodjo qui a rendu visite ce matin à Kwacha Nyassingbe. Selon les premières déclarations, Kwacha lui a parlé de ses soucis de santé. Et Monseigneur dit qu'il ira demander une audience. Il rencontre le chef de l'État pour lui en parler. Ildefonse, vous étiez ce matin également avec Monseigneur Kodjo. J'ai vu des images, certaines parties des images déjà quelque part. Comment ça s'est passé? Je crois effectivement que j'ai été informé de sa visite à la prison civile de Lomé. Et personnellement, j'ai voulu en savoir plus. Et je me suis rendu. Et ce que vous venez de dire par rapport aux conditions de vie de nos frères et sœurs qui sont incarcérés
C'est ce qui préoccupe le plus Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro, et il a saisi l'occasion pour échanger avec le demi-frère du chef de l'État, Kwacha Nyasimbe. Alors, vous l'avez si bien dit, sa santé. Alors, je cite Monseigneur. Lorsque nous il était allé seul. Monseigneur est allé seul. Monseigneur était allé en compagnie de son attaché de presse. Et je cite. Lorsque nous lui avons posé la question, Monseigneur, vous avez échangé avec Monsieur Kwacha, et puis qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qui est sorti de votre entretien? Surtout ce que Monsieur Kwacha vous a dit. Il dit ceci. Je cite Monseigneur. Sa santé, difficultés de santé sont énormes. Rien qu'à le voir déjà, on ne peut pas douter. Tout simplement. Et il ajoute, oui, il n'a aucun souci, il n'a aucun autre souci. Le souci de sa santé, et il m'a chargé de voir son frère pour le lui dire. Il a écrit plusieurs fois dans ce sens-là. Il m'a lu les documents qu'il a écrits. Je le crois sincère dans ce qu'il dit. Fin de citation. Alors, nous lui avons posé la question de savoir quelle sera la suite de la démarche. Et il répond, je cite, « Mais j'irai voir le frère, le président. J'irai le voir et je rapporterai ce que j'ai vécu et j'ai vu avec lui, tout simplement. C'est mon devoir de pasteur. » Fin de citation. Voilà un peu le décor qui est planté. Marc Aboflan, que pensez-vous de la démarche entreprise par Monseigneur Podjoro? Dans son rôle de prêtre, de prélat, je pense que c'est un bon rôle. Je pense même que c'est la pastorale qui appelle ceux qui ont en main le peuple de Dieu d'aller souvent dans les prisons, de visiter tous ceux qui sont privés de liberté pour une raison ou pour une autre. Depuis un certain nombre d'années, moi j'ai l'impression qu'on prend trop particulièrement le cas Kwacha Nyasimbe. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les prisons du Togo. Il y en a 79 encore. Si je compte privés de liberté depuis les manifestations politiques qui n'ont pas encore été libérées. Il y a d'autres personnes qui, pour des raisons, une raison ou une autre, sont détenues à la prison civile. Et donc ces personnes-là ont besoin, à mon avis, du soutien d'un prélat, de tous ceux qui peuvent leur apporter un soutien quelconque. Mais le fait à chaque fois de revenir sur le cas Kwacha, j'estime que quoi qu'on puisse dire de la justice togolaise, le cas Kwacha a été traité par cette justice-là. Et cette justice a estimé on peut peut-être demander, puisqu'ils ont pratiquement passé 10 ans, qu'ils puissent peut-être avoir grâce, qui sait. Mais à mon avis, il y a trop de particularités autour de ce cas. Je voudrais qu'on considère le citoyen Kwacha comme un citoyen comme tout autre, parce que c'est trop facile de dire que parce qu'il est demi-frère du chef de l'État, aujourd'hui il faut lui trouver des circonstances atténuantes pour le sortir de la prison. Ça devrait être le cas pour tous les Togolais qui copient aujourd'hui dans nos prisons. Maître Adbougan, ce n'est pas tous les jours que les pasteurs, les prélats rendent visite aux prisonniers, surtout politiques. Oui, je crois que cette démarche de l'archevêque émérite de Lomé s'inscrit dans sa mission, comme je l'ai eu dire, ou du moins je l'ai lu sur les réseaux sociaux, dans sa mission de paix, de la recherche de la paix pour notre pays. Et j'ose croire que ce n'est pas M. Kwacha Nyasimbe seul qu'il a rencontré, qu'il est allé rencontrer les détenus politiques. C'est ce que j'ai cru comprendre à travers sa démarche. Et parce que il ne serait pas satisfait de la libération seulement d'une partie des détenus politiques. Donc, il a voulu rencontrer les détenus politiques, donc Kwacha Nyasimbe. Et donc, je crois que c'est une bonne démarche. Mais je crois que si c'est apitoie sérieusement sur le sort de Kwacha Nyasimbe, c'est parce que c'est quand même curieux
qu'un chef d'État puisse mettre derrière les barreaux son frère de sang pendant une si longue durée. Et ça va faire 10 ans, le 12 ans. Voilà. C'est quand même curieux aussi que le petit frère d'un chef d'État veuille attenter à la sûreté de l'État. On n'ira pas dans ce débat-là parce qu'on sait ce qui s'est passé. Quand vous assistez si vous avez vraiment assisté à ce procès, surtout que vous êtes avocat. Oui, vous saurez que ce débat-là, c'est un autre débat. Bacha Yasigbe aurait décidé jusqu'au bout d'attenter ou bien de faire un coup d'État à son frère, il aurait réussi. Il aurait déjà fait, il aurait réussi. Donc, c'est un débat. Non, ne faisons pas ce débat-là. Donc, là, on a franchi déjà cette étape. Il était condamné. Et je crois que dans un pays où on veut quand même la paix, où on veut la réconciliation réellement, après 10 ans de détention, quelqu'un qui aurait commis vraiment un acte aussi criminel que cela pourrait quand même se repentir. Surtout que on nous a fait savoir tout à l'heure qu'il a écrit plusieurs fois à son frère pour qu'il puisse faire un pas de réconciliation. Donc vous convenez avec nous que c'est là où il y a la curiosité. Et puis lorsque vous allez à la prison civile de Lomé, vous verrez que parmi tous les prisonniers, les détenus, Bacha Yasigbe est le détenu le plus à l'aise, le plus mis dans des conditions les plus favorables. C'est-à-dire que dans une situation que je n'ose pas qualifier d'idéal, mais pratiquement, il était à l'aise, il était mis dans de bonnes conditions de détention. Mais si on dit que lui, là, il a encore des soucis de santé, vous comprenez que par rapport aux autres détenus, ça va être grave. C'est de l'enfer. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il y a quand même quelque chose à faire sur ce plan-là. Et je crois que Monseigneur Kwadjo est dans la bonne démarche. Ibrahima, Monseigneur, est-ce qu'il n'en fait pas trop? Il a fait déjà des sorties et derrière, il va dans les prisons. Non, mais il faut dire que... Ce ne sont pas des pressions de trop. Non, bon, parler de pression, je dirais non. Mais peut-être il s'est réveillé à un moment donné, il se dit que bon, il a une mission à accomplir. Sinon, quand on parle de la surpopulation carcérale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on parle des mauvaises conditions de détention dans les prisons du Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc moi je me dis tout simplement qu'à un moment donné, il s'est senti interpellé, comme c'est un prêtre, il se dit qu'il y a aussi des fidèles qui sont de l'autre côté en conflit avec la loi, il ne faut pas les abandonner, il faut toujours aller vers eux, avoir aussi de leurs nouvelles, et éventuellement s'il y a un travail de prière à faire avec eux, s'il y a un travail de conscientisation à faire avec eux, je pense que ça ne serait que œuvre utile. Et je rappelle que quand je prends un peu, il y a des imams qui sont très fréquents à la prison civile de Lomé. Ils y vont pour conscientiser les frères musulmans qui sont là-bas, renforcer leur foi et éventuellement les amener à aller vers ce que nous appelons une repentance, vous comprenez. Donc c'est courant qu'un religieux puisse rendre visite aux détenus dans leur lieu de détention. Bon, pour le cas de Monseigneur Kwadjo, il a commencé par poser un certain nombre d'actes. Il était en conférence le 29 janvier dernier, vous vous rappelez, où il a fait beaucoup de déclarations. Il a parlé aussi d'aller vers le pardon. Et je pense que il avait nommément cité Bacha Yasigbe, qui devait être plus ou moins pardonné, et voir dans quelle mesure le chef de l'État pouvait accéder à sa demande de grâce présidentielle. Et justement, en parlant de cette grâce présidentielle, vous savez que ce qui s'est passé par le passé avec les avocats qui étaient partie prenante qui était du conseil de M. Bacha, c'est qu'il y avait eu introduction de la grâce présidentielle et au même moment, ils avaient des actions judiciaires contre celui qui devait prononcer cette grâce présidentielle au niveau de la Cour des CEDEAO. Vous voyez que au même moment on demande le pardon, au même moment on envoie la personne devant la Cour de justice de la CEDEAO. À l'époque, nous avons estimé que cette démarche ne pouvait pas aboutir. Bon, maintenant où les esprits sont calmés, les gens sont beaucoup plus, disons, dans leur position, et chacun cherche à faire le pas nécessaire pour aller vers le pardon. Je
pense que l'occasion pourra être saisie, et surtout que Kpoguro annonce qu'il ne va pas s'arrêter seulement à l'étape du constat, il va rencontrer le chef de l'État et plaider la cause des détenus en général, et éventuellement parler de Kpacha Gnassingbé comme moi. Il était aussi important de voir, dans la mesure du possible, accéder à sa demande de grâce présidentielle. C'est un travail normal qu'un prêtre qui se dit vraiment envoyé de Dieu et qui se dit être investi d'une mission pastorale, de le faire. Donc nous ne trouvons pas anormal cette Lomé. Et Défense, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, tout à l'heure, j'ai entendu que normalement la personnalité de M. Kpacha Gnassingbé ne devait pas retenir l'attention de tout un peuple, où il faut faire des bruits autour, parce qu'il n'est pas le seul prisonnier. Je crois aujourd'hui, quand j'ai écouté Monseigneur Kpoguro parler, il disait que, à part la rencontre qu'il a eue avec M. Kpacha Gnassingbé, il a visité le pavillon des femmes qui sont arrêtées, qui sont gardées à la prison civile de Lomé, et il a pu jeter son œil sur un certain nombre de choses qui lui a permis de faire cette déclaration que voici. Je cite: généralisant ce que j'ai vécu, je dirais tout simplement, il y a un devoir d'humaniser les conditions de vie dans nos prisons. Ça, je peux le dire publiquement. Le devoir d'humaniser, c'est des personnes humaines. Fin de citation. Il faut ajouter que vous avez parlé tout à l'heure de ce que, depuis un moment, Monseigneur Kpoguro fait des sorties, il fait des révélations, il dénonce. Alors, nous avons saisi l'occasion, nous qui étions là, pour lui demander: Monseigneur, depuis un moment, vous faites un matraquage ou bien des tapages médiatiques, vous faites des révélations, pourquoi? À presque 90 ans. Oui, pourquoi? Alors, il répond, je cite: le combat que je mène maintenant, c'est la paix pour le Togo. C'est ce combat que je suis décidé de mener avant de partir rendre des comptes à Dieu. Fin de citation. Je souligne que Monseigneur a 88 ans. Et donc, un vieillard comme lui, peut-être sentant sa mort prochaine, lui-même il le dit, il me l'a dit, puisque c'est lui qui a célébré la messe anniversaire de la Gazette du Togo la dernière fois, d'éviter la calomnie et la médisance et d'opter pour la vérité. Et donc, en aparté la dernière fois, il m'a fait comprendre qu'il faut défendre la vérité, dire ce qui est vrai, opter pour la justice. Je crois que c'est la démarche. Pour terminer, pas à la fin de sa vie quand même. Pour terminer, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Ibrahim, que il n'y a pas que lui. J'ai vu aujourd'hui, par miracle, Monsieur Inoussa Brahima à la prison civile de Lomé, comme vous l'avez dit. Il a fait allusion aujourd'hui, tout à l'heure même, à des imams qui rendent visite aux gens. Je l'ai vu. J'ai des images. Merci. Voilà. Vous avez dit quelque chose? Je pense que c'est une réalité qu'on ne peut nier, sur laquelle on a tiré la sonnette d'alarme depuis des années. Nos prisons sont de véritables enfers. Nos prisons sont des lieux qui ont besoin d'un véritable travail. C'est pour ça que je précise que c'est intéressant, parce que si nous on en parle et que personne ne dit rien, peut-être si les prélats en parlent, si les hommes de Dieu en parlent, ça pourrait attirer l'attention sur ce qui se passe dans nos prisons. Mais je dis juste que ce qui se passe dans nos prisons aujourd'hui est la résultante d'un certain nombre de choses qu'il faut améliorer. Parce que tant qu'on n'aura pas amélioré la gouvernance globalement, tant qu'on n'aura pas amélioré le fonctionnement même de la justice, parce que dans nos prisons, il faut rappeler que 70% de personnes incarcérés sont encore en détention préventive. Et certains sont en détention préventive pour 2 ans, 3 ans, pour certains même voire 6. Et Maître Célestin nous dira beaucoup de choses qu'il a vues là-bas. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Pas seulement au-delà de l'humanisation des prisons, il faut aussi revoir complètement le fonctionnement de notre justice. Parce qu'on ne peut pas, pour des personnes même qui des fois sont arrêtées
on dit issus des procédures de flagrant délit, ces personnes sont incarcérées pour une instruction qui dure 1-2 ans. Ça voudrait dire que c'est tous ces facteurs-là qui font aujourd'hui qu'il y a nombre de personnes dans nos prisons. Et à mon avis, ça devrait être une mobilisation nationale pour humaniser nos prisons. Parce qu'il ne faut pas oublier que n'importe qui peut se retrouver à la prison du jour au lendemain et ne sont pas forcément délinquants, tous ceux qui aujourd'hui logent dans nos prisons civiles. Maître Célestin Bougan, quand on parle d'humanisation de nos prisons, la question revient. Mais vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, on ne vous écoute pas très souvent sur la question. Soit à des occasions, ça s'arrête là. Ça veut dire que vous ne nous suivez pas très souvent. C'est ça. Parce que là, nous avons fait notre action principale. Surtout, bon, peut-être pas ces derniers mois, mais nous avons même, à la suite des événements, produit un rapport qui a parlé de la situation des détenus. Le dernier rapport que nous avons produit et qui a failli nous coûter une procédure en justice là, nous avons parlé des conditions de détention dedans. Puisque le projet qui nous a amené à produire ce rapport parlait également des conditions de détention. Donc chaque fois que nous faisons des rapports de ce genre, nous on produit et on fait des recommandations dans ce sens. Maintenant, le problème d'humanisation, c'est un manque de volonté politique. Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ne pensent pas qu'un jour, ils peuvent être amenés à visiter ces lieux-là. C'est-à-dire qu'ils croient que c'est eux seulement qui peuvent amener les gens là-bas. Et que jamais... On ne peut pas les amener. On peut pas les amener. Et oui, et que jamais, ils ne se trouveraient dans aucune occasion malheureuse où ils se verraient se retrouver de l'autre côté. Et c'est ce qui est grave, ce qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, si Pacha est dans Sigbé là-bas, dans le temps voulu, si vous lui suggérez ça, il va vous couper la tête. Excusez-moi l'expression. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'était des gouvernants dans le temps. Donc, d'abord, en réalité, on a 30 préfectures, 31 préfectures. Aujourd'hui, on va jusqu'à combien? 39? Et on a autant de juridictions, c'est-à-dire autant de tribunaux. Mais on n'a pas autant de prisons. Parce qu'en réalité, chaque tribunal doit avoir le lieu où détenir les personnes qui poursuivent sur le plan pénal. Malheureusement, il y a des tribunaux qui vont détenir leurs prévenus ou leurs inculpés dans une prison d'une autre préfecture. Et ça pose des problèmes de surpopulation et même les conditions, même, c'est-à-dire que les conditions sanitaires, les conditions, la situation médicale, tout. Donc, tout est à revoir. Peut-être que très bientôt... alors que sous d'autres cieux, pour les prisons, on distingue des prisons des maisons d'arrêt. Lorsque vous n'êtes pas encore jugé, vous n'irez pas en prison. Vous êtes à la disposition de la juridiction. Vous êtes gardé ailleurs que à la prison. On appelle ça les lieux, les maisons d'arrêt, en attendant d'être jugés. Mais ici, on mélange tout. Même les criminels sont avec ceux qui sont en détention préventive, ceux qui sont déjà condamnés à la suite des procès d'assises pour avoir tué, pour avoir commis des assassinats. Ils sont dans les mêmes, pratiquement dans le même enclos que ceux qui ont peut-être sont des employés et qui ont fait l'objet d'abus de confiance, etc. Vous voyez déjà. Peut-être que très bientôt, les prisons vont accueillir d'autres pensionnaires, puisque le APLUSIA menace de traduire en justice ceux qui se trouveraient à l'origine ou bien ceux qui se reconnaîtraient coupables de malversations. Nous allons insister sur la lutte contre l'impunité, ce qui veut dire que très bientôt nous allons travailler les plaintes et les différents rapports que nous avons reçus sur les affaires des deux Cannes et sur la route Lomé-Vougan. Enfin, nous allons finaliser rapidement les rapports et les remettre à la justice. C'est bien les propos de Essohanam Uyao, il est le président du APLUSIA. Ibrahim Acha. Voilà aujourd'hui la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui veut passer de l'acte à la parole. Je voudrais bien les voir en train de la parole à l'acte. Ces actes d'abord avant d'apprécier, parce que
nous sommes habitués aux effets d'annonce dans ce pays. Il y a beaucoup de choses qu'on annonce mais qui ne se réalisent pas. Et donc, les Togolais sont devenus Saint-Thomas. Ils attendent que cela se réalise d'abord avant qu'ils ne se prononcent réellement. Et mon avis personnel sur cette haute cour de répression des affaires concernant la corruption et des infractions assimilées est que il faudrait à un moment donné qu'ils se démarquent, qu'ils aient une certaine autonomie pour pouvoir travailler, parce que ce qu'ils ont décliné, ces 2 dossiers ne sont pas les 2 dossiers seuls que nous avons dans le pays. Il y a les dossiers de Togo Télécom, que nous n'oublions pas, comment les gens ont inventé Togo Télécom, comment les gens ont tout fait pour mettre Togo Télécom dans une situation irrécupérable. Et ces dossiers-là, c'est pour dire qu'ils ne sont pas au courant de ce dossier. Il y a le dossier de fer, la gestion de nos péages et tout ça, là, c'était des milliards. Mais on ne nous dit rien là-dessus. On se jette sur des dossiers populistes parce que chacun crie Cannes, parce que chacun crie la route de Vaughan, et on veut peut-être nous baratiner avec ces 2 dossiers pour dire qu'ils sont en train de faire un travail de corruption. Moi, ça, je dis qu'il faut faire, s'ils veulent vraiment avoir la confiance des Togolais, s'ils veulent vraiment poser des actes forts, des actes qui nous prouvent qu'il y a une décision, une volonté politique de lutter contre la corruption, je pense qu'ils doivent revoir beaucoup les dossiers et nous faire un travail beaucoup plus rationnel, qu'on ne sente pas une précipitation ou disons, un acte de tape-œil, comme on le dit souvent, juste pour nous dire qu'ils sont là, qu'ils travaillent. Non, il ne faut pas qu'ils nous baratinent, ils sont assez intelligents dans ce pays. Maître Agbougan, le président du APLUSIA parlait d'un plan stratégique quinquennal. Ça suppose que durant les 5 ans à venir, les autres dossiers dont parle Ibrahim vont passer également. On passe aujourd'hui, on parle aussi beaucoup plus de scandale de coton. Oui, bon, je ne sais pas à quelle occasion le président de la commission... Oui, il a eu sorti hier à Sarakawa. Oui, face à la presse pour faire le point de ses activités. Oui, quand pour faire le point des activités, on dit ce qu'on a fait. On ne dit pas ce qu'on attend faire. Peut-être ça veut dire. Puisqu'on n'a pas besoin, écoutez, ça là, ce qu'on dit là, qu'on veut poursuivre tel là, on n'a pas besoin de nous dire. On n'a pas besoin de... C'est ce que Ibrahim a dit tout à l'heure. Ces effets d'annonce là, écoutez, on en a assez. Mais traduisez les gens et nous-mêmes on va constater. En de temps, au temps de Feu Gnassigbe, il y a des mains, paix à son âme. Il a créé une commission. Et on a vu comment la commission a travaillé. Mais encore faut-il que on traduise réellement les personnes qui ont, en fait, les vrais coupables, qu'on les poursuive réellement. Pas qu'on nous dise. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses que les gens, beaucoup de choses que les gens ont commis en matière de détournement des fonds. Il y a le problème de faire plutôt aussi, où le responsable finalement est devenu le plus choyé, l'un des plus choyés de la République, etc. Donc je crois que moi je n'ai pas... Moi, je fais comme si je n'ai rien entendu. Ce n'est pas ça. On veut les résultats concrets. On n'a qu'à commencer par poursuivre les personnes et on avisera. On dit que non, on va faire bientôt, on va poursuivre ces gens-là, on va poursuivre ces gens-là. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je crois que le président, c'est un magistrat. Il sait comment faire pour procéder aux interpellations ou à les interpellations des personnes qui sont suspects ou qui sont impliqués dans des actes comme ça. Maka Bofla, vous n'y croyez pas non plus aussi? Je vais me permettre de faire un petit bilan du APLUSIA, puisque ça fait 2 ans. Oui. Le APLUSIA a été mis en place 1 an après. Le APLUSIA a mis 1 an pour démarrer une campagne de sensibilisation nationale sur la corruption. Avec toute cette corruption ambiante qu'on voit un peu partout, il a fallu que notre fameux APLUSIA informe les populations sur ce que c'est que la corruption et sur toute la répression qu'il y a autour. Et écoutez-moi bien, cette campagne-là n'a pas eu lieu véritablement à Lomé. On est allé à l'intérieur, dans les petits hameaux, dans les petits villages où il y a pratiquement personne qui est en contact avec les deniers publics pour soi-disant sensibiliser. Soit. On attend une autre année, 2 ans après. Le APLUSIA rassemble les médias au cours d'un atelier de présentation. Et ce matin, enfin vendredi matin, oui, le APLUSIA devait tenir, je pense, une rencontre de présentation. Et au cours de cette rencontre, le président dit que lui pourra s'attaquer où il va traduire. Non, arrêtons la comédie.
vous savez, moi j'ai toujours dit, depuis que la police a été mise en place, quand vous voyez le profil des gens qui sont membres de cette commune, vous ne sentez pas vraiment quelqu'un qui peut véritablement, à part peut-être les petits voleurs de 5 000, 10 000 francs dans l'administration, je ne vois pas dans cette commission quelqu'un qui peut véritablement traduire les vrais coupables de faits de corruption dont on parle. Et ça, c'est encore un effet d'annonce. Vous savez, il faut attendre que des médias posent la question pour dire oui, voilà, nous allons traduire tel en justice. On le fait. Et le maître Célestin le soulignait tout à l'heure. Vous savez, on n'a pas besoin d'effet d'annonce pour faire son travail. Surtout quand il faut aujourd'hui qu'on nous dise qu'un mandat d'amener, qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre un certain Nissao Nyonfam, par exemple, ou un de ses subordonnés dans l'affaire de Lomé Vaughan en Foin. Et nous tous, c'est nous qui irons dire, voilà, la police a fait son travail, mais chaque jour nous dire que voilà, mon travail est tel, je le ferai de telle manière, je ferai ci, je ferai ça, alors qu'en réalité, nous tous nous savons qu'on va faire 5 ans, 10 ans, la police n'aura même pas arrêté un petit voleur de 100 000. La preuve. Nous sommes actuellement, vous en parlez tout à l'heure, le scandale de coton, où on a retrouvé des millions dans la maison des cadres, un audit qui date de 2014. On n'a pas encore fait l'audit des années 2015, 2016, 2017, 2018. Et je suis persuadé que dans ces années également, il y a eu de la fraude. Des affaires qui portent sur pratiquement 30 milliards, selon les informations que nous avons pu réunir. Rapulsia, silence radio. Ce que Rapulsia nous dit, c'est que des ministres qui ont disparu même du circuit, c'est eux qu'on va poursuivre. Alors qu'en réalité, il y a d'autres dossiers, il y a des ministres, il y a plein d'affaires sur lesquelles le Rapulsia pourrait se pencher. Ibrahim en a donné aujourd'hui quelques-uns. Vous savez, si le Rapulsia veut faire sérieux, qu'elle se mette au travail, qu'elle arrête cette histoire de je veux parler aux médias, qu'elle se mette au travail et nous constaterons de nous-mêmes si le travail est fait et s'il est efficace. Ildefonse Akpaki, Rapulsia pour le moment dit avoir aujourd'hui les moyens pour traquer les gens. Je crois que je n'avais pas eu l'information comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il y avait eu une conférence de presse. C'était hier. Au cours de laquelle seulement 2 petits dossiers ont été soulignés. C'est-à-dire, peut-être que la question a été posée dans ce sens. Et vous parlez de la route Vaughan-Lomé. Je suis de ceux qui disent que l'impunité a fait son lit au Togo. Pourquoi? Parce que des faits et des actes sont posés. On connaît les gens, on les voit, on les côtoie, on ne leur dit rien. Mieux, ceux qui tuent dans ce pays, ceux qui volent, ceux qui détournent sont promus. C'est ça, la réalité togolaise. Pire, lorsque le chef de l'État lui-même refuse de faire l'état de la nation pour qu'on sache si le Togo est malade ou pas, alors que c'est une recommandation fondamentale de la loi togolaise, la loi fondamentale togolaise sur laquelle lui-même il a juré. Il ne le fait pas. Ceux qui l'entourent ne le feront jamais. Remarquez, ces 2 dossiers qu'on souligne, ceux qui sont les premiers responsables dans ce dossier, c'est des gens qui sont proches du chef de l'État. Ils sont ministres. Pour combien d'années? Et ce qui me fait chaud dans le dos, c'est que dans l'affaire de la route Vaughan-Lomé en Foin, on a détourné une partie des milliards, mais le chef de l'État était là. On a encore demandé au trésor public, on a encore débloqué d'autres milliards. Pour quelle fin? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il faut faire le point de ce qui a été fait pour qu'on sache réellement ce qui se passe. Mais bizarrement, vous ne voyez pas que c'est dans l'entourage même du chef de l'État que ces genres de choses se passent. Et qu'est-ce que lui-même il en dit? C'est pas parce que aujourd'hui on dit qu'ils ne sont plus ministres qu'on veut nous flatter. Je suis désolé. Nous ne sommes pas tous des abrutis au Togo, comme le disent les acteurs du western. Non, nous ne sommes pas abrutis. Le chef de l'État sait, parce que je sais que toutes les fois que le Togo existe et qu'il est chef de l'État, tous les rapports lui sont faits. Qu'est-ce qu'il en dit? Parce que c'est lui-même qui nous a aussi dit que c'est une minorité qui profite. Bon, maintenant, il n'a pas situé cette minorité-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui-même qui parle, qu'on mettra la main sur des gens. C'est quelqu'un à qui on a donné un petit pouvoir là qui parle. Comme l'a dit quelqu'un ici, ceux qu'on va traquer, c'est ceux qui volent les 5 000, les 10 000,
ceux qui détournent des milliards. Mais vous savez, le président de la Plucha dit avoir aujourd'hui les moyens. Hier, il disait qu'il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, il dit qu'il a les moyens pour traquer les gens. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il n'a qu'à traquer les gens qu'on voit. Il faut le laisser. Laissez-le. Vous savez, j'étais très heureux d'écouter le professeur Magloire Kwakouvi la dernière fois, qui parlait des milliardaires togolais. Lorsque la crise sévit et que les gens n'arrivent pas à manger une seule fois au Togo, mais on a des centaines de milliardaires. On se pose la question de savoir comment ils font, qu'est-ce qu'ils font comme boulot, qu'est-ce qu'ils font comme affaires qui leur rapportent des milliards. Et bizarrement, ces milliardaires donnés par un journal étranger sont dans l'entourage du chef de l'État. Ils trouvent l'argent là où? Est-ce que vous ne pensez pas quelque part aussi le gouvernement en créant cette différentes structures doit les doter des moyens conséquents? Quand on prend par exemple le dossier du coton, en Conseil des ministres au cours de cette semaine, on a juste entendu dans le communiqué final que les ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la justice ont rendu compte au Conseil des ministres de l'état d'avancement du dossier relatif à la gestion financière de la nouvelle société cotonnière du Togo, ainsi que les mesures prises pour rassurer les producteurs. Ça s'est arrêté là, alors que derrière, la presse a révélé quand même des scandales autour. Oui, et effectivement, c'est le problème de l'impunité, puisque mon confrère a constaté aujourd'hui que, Ildefonse le dit, et nous avons eu à produire aussi des papiers, des dossiers sur des affaires de crimes économiques, de détournement et surtout de détournement d'objectifs dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets porteurs dans notre pays. Et à chaque fois qu'on fait des révélations, à chaque fois que la presse fait des révélations, c'est des intimidations, c'est des menaces, parfois même c'est des railleries orchestrées pour tenter de discréditer les médias qui ont porté cette affaire au-dessus du public. Et pendant ce temps, le procureur ne dit rien, il ne se saisit pas du dossier. Même le H+A est toujours dans son coin, ne se prononce même pas, ne sort même pas un communiqué pour situer les Togolais par rapport à la situation de corruption et autres. Vous comprenez donc à un moment donné, tous les Togolais sont venus à la conclusion selon laquelle l'impunité est la chose la mieux partagée dans le pays. Il suffit seulement de commettre votre forfait et peut-être afficher une certaine obédience politique et vous êtes protégé. Et si l'État doit avancer comme ça, si le Togo doit avancer comme ça, je me dis que c'est la banqueroute. Et au moment où nous serons au rendez-vous de l'émergence, certains pays vont sortir la tête haute et je me demande quelle figure le Togo va présenter. Et nous avons toujours, et à chaque fois que nous sommes sur le plateau, nous rappelons le fait que la corruption doit être combattue si nous voulons véritablement assurer un mieux-être à nos populations. Ces différents cris et ces différentes alertes ont trouvé écho et on nous a annoncé la création du H+A et plus tard son effectivité, le travail. Et au niveau du ministère de l'économie et des finances, on nous parle aussi de l'assainissement des finances publiques. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir canaliser le peu de ressources que nous avons vers des objectifs bien précis. Donc, il n'y a plus cette possibilité de détourner. Mais seulement, il y a encore les faits concernant les surfacturations qui existent dans certaines structures, sur certains projets. Je pense qu'il faudrait qu'une volonté politique de haut niveau s'affiche, que le chef de l'État prenne sur lui l'engagement de traquer ces messieurs. Je pense que tout ira bien. Marc, sur le dossier du coton, est-ce que vous pensez pas quelque part il faut aller beaucoup plus loin, puisque c'est vrai qu'on apprend qu'il y a eu plusieurs agents qui sont sur le verrou, mais lorsqu'on retrouve par exemple 28 milliards selon les révélations de notre confrère la Nouvelle Tribune, 28 millions plutôt de francs CFA dans le domicile, au cadre de cette société-là, vous l'avez dit tout à l'heure, les pertes avoir généré déjà les 30 milliards. Oui. Est-ce qu'il ne fallait pas, vu la gravité, aller plus vite et beaucoup plus loin par rapport à ce qui a été dit la dernière fois au Conseil des ministres? Il faut avoir le courage de reconnaître quand même que sur le dossier coton, c'est pour une fois que les autorités ont pris toute la mesure de la chose et accéléré jusqu'à mettre la main
sur des gens. On a vu des scandales beaucoup plus graves, à mon avis, qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler aussi l'histoire du secteur coton même. Dans notre pays, on a vu comment les gens ont dilapidé les sous de la Sotoko. Et il a fallu, pour remettre sur pied la Sotoko, je l'écrivais même il n'y a pas longtemps, pour remettre sur pied cette NSCT-là, les producteurs ont été impliqués. Et donc, il y a la Fédération nationale des producteurs de coton qui détient 40% aujourd'hui de la nouvelle société cotonnière du Togo. Mais malheureusement, des cadres véreux ont eu tout le temps pour... Et puis, il est question des audits de 2014. C'est dire que c'est de l'argent, peut-être qu'ils ont même déjà dépensé, parce que quand on parle d'un préjudice d'une trentaine de milliards et qu'on dit avoir retrouvé 28 millions, 28 millions à mon avis, ce sont des broutilles. Ça ne vaut pas ce qu'un certain nombre de personnes ont dans leur maison respective, un certain nombre de personnes proches des sérails du pouvoir. Donc c'est dire que sur le dossier coton, il urge. Parce que vous savez, ce sont les producteurs qui, à chaque fois qu'il y a ce genre de détournement, subissent la crise. C'est le producteur qui ont perdu gros quand la Sotoko a été décimée. C'est également les producteurs qui, pour la plupart, n'ont pas été payés de la bonne manière à cause, justement, de tout ce qui se passe. Et donc, une fois que, je pense même que c'est inédit, qu'on ait parlé d'un cas de détournement au Conseil des ministres, on peut peut-être reprocher qu'on n'est pas bien clair. Très bien clair. Oui. Dossier. Bien sûr, c'est vrai, on peut reprocher qu'on n'ait pas donné tous les détails, mais le seul fait qu'on ait évoqué cette affaire au Conseil des ministres montre, à mon avis, que c'est pris au sérieux par les plus hautes autorités. Parce que vous savez, le coton, parce que le phosphate ne vaut plus rien sur le marché international, et donc le coton est ce qui représente aujourd'hui, en termes d'exportation, les seules forces du Togo. Et il urge quand même d'assainir ce secteur véritablement. Mais moi, je veux aller plus loin que la Sotoko, parce que ce n'est pas la NSCT qui est la seule entreprise où des gens font des malversations. D'abord, il y a le temps de latence, c'est la même chose. Faire un audit pour une société d'État, attendre 2019 pour faire l'audit de 2014, vous comprenez quand même qu'il y a un temps trop long. Et là, il faut en appeler à la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, à tous ceux qui ont, et peut-être à Poulsia, s'ils veulent bien le faire, à tous ceux qui ont ces responsabilités-là, d'aller dans toutes les sociétés, que ce soit au niveau de Togocel, de Togocom, de la CET, dans toutes les sociétés d'État qui fonctionnent aujourd'hui, où on sait, en tout cas, même s'il n'y a pas de preuves palpables aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses pas orthodoxes qui se font. Il faut qu'il y ait du courage, de la volonté politique d'aborder ces questions, parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il y a la corruption à haute dose. On va finir cette émission par un peu de la politique et la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui a des soucis, on va le dire comme ça, parce qu'un de ses membres, le CAR, dit n'est pas prêt pour se rendre au conclave annoncé pour le mardi prochain. Ildefonse, est-ce que vous en avez un peu plus sur les détails autour de ce qui se passe au sein de la C14? Vous oubliez que ce sont des êtres humains qui sont rassemblés là-bas. Et vous oubliez que ce sont des formations politiques autonomes. Et donc, chacun a une autonomie. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un ensemble que ce que j'ai, ou bien ce que la ligne de mon parti décide, je vais l'abandonner pour des choses. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis qu'ils sont les seuls à savoir ce qui se passe, parce que je n'ai pas encore creusé. Mais je me dis aussi que ces formations politiques ont une ligne donnée, chacune. Je ne sais pas ce qui se passe. Ibrahim, ce sont quand même des voix dissonantes qui, en principe, n'encouragent pas l'union de ce groupe-là. Non, mais il faut dire que le CAR qui a fait partie du groupe Arc-en-Ciel par le passé s'était montré non favorable à ce genre de rencontres. Je veux parler des conclaves. Vous vous rappelez de... Donc quand on parle de conclave, ça entre l'esprit du CAR, c'est ça? Ça entre l'esprit du CAR, et le CAR n'aime pas vraiment se retrouver parce qu'ils estiment que le plus souvent c'est des pertes de temps, la fumée blanche ne sort jamais. Et donc nous avons souvenance de 2015 où il fallait discuter de la participation ou non de l'opposition à
à l'élection, à la présidentielle de 2015, c'était comme ça. Et finalement, quand les langues se sont déliées, on nous a fait savoir que c'était une rencontre de fourberie et de duperie. Et donc, le CAR s'estime qu'il ne sert à rien d'aller encore dans cette aventure où vous allez ressortir avec des plumes déjà emportées. Donc je pense que c'est ce qui explique véritablement la position du CAR. Mais au-delà de tout, il faut se demander comment une lettre censée être un courrier interne a pu se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est la question. Donc moi, ça traduit l'inconfort et ça me dit que vraiment au niveau de la C14, il y a des choses, il y a un grand malaise. Il faut revoir ça. Marc, mais la presse n'en demandait pas mieux que d'avoir un document de ce genre. Bien évidemment. À mon avis, nous l'avions dit depuis le début, c'était pas évident pour une coalition composée de 14 partis hétéroclites. Vous avez des socialistes, vous avez à la limite des anarchistes, vous avez également des centristes. Les anarchistes dans un groupe? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Il y a des gens qui ont déclaré qu'ils allaient prendre le pouvoir par la rue. Je ne sais pas comment on considère ça un régime politique si ce n'est pas de l'anarchisme. Donc, mettre tout ce beau monde ensemble, c'était quand même un défi qu'ils soient restés ensemble jusqu'aujourd'hui. Et il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois. Il y a notamment cette sortie de Kassona Traoré du MCD qui appelait à enlever son logo et tout ce qui concernait son parti sur les documents officiels de la coalition. Il y a, vous savez, quand vous avez discuté un peu avec les différents responsables, différents malaises qui ont conduit même au fameux boycott du 20 décembre dernier. Donc, dans tout ce lot-là, je pense que la décision du CAR de ne pas participer à ce conclave n'était pas surprenant. Mais pour le fait que ce document soit arrivé sur les réseaux sociaux et donc par conséquent soit disponible pour un document qui devait être interne, ça révèle simplement, à mon avis, une manœuvre politique au sein du parti de Maître Gbagbo, qui, c'est vrai que pendant la crise, beaucoup ont respecté une certaine discipline de groupe pour ne pas dire contre la ligne, pour ne pas parler contre la ligne officielle qui était tenue par la C14, et ça révèle une manœuvre politique pour dire officiellement, voilà, il y a des partis qui ne s'entendent plus avec cette ligne ou qui ne sont pas d'accord avec cette ligne maintenant. Est-ce que au niveau du management de la C14, on va tenir compte de cette manœuvre politique pour faire les choses? Parce que, à mon avis, quoi qu'on dise, il y a tout intérêt à maintenir le ferment aujourd'hui, à rester unis. Et donc, est-ce qu'on va entendre ce cri, cet appel du CAR, et puis tout faire pour que finalement le CAR puisse participer à ce conclave ou en tout cas rejoindre la dynamique de groupe, ou on va, comme souvent on l'a fait déjà, on va maintenir la ligne dure et puis pourquoi pas amener à un départ du CAR du groupe. On le saura peut-être dans les prochains jours. Maître Gbagbo, qu'est-ce qui peut être caché derrière ce conclave pour que certains commencent déjà par dire nous on n'est pas intéressés? Oui, c'est la question que je me pose. Parce que en réalité, ils vont désigner le candidat unique. Le conclave doit, pour si une organisation pareille, je crois que ça doit viser un objectif. Et ça doit avoir, ça devrait se faire dans un esprit donné. Et je crois que je ne sais pas comment la décision a été prise pour que certains se désolidarisent. Mais en réalité, lorsqu'on est dans un groupe pareil où chaque parti a sa vision, chaque parti a sa manière de procéder, etc., il faut souvent se réunir en conclave pour décider de certaines choses, pour éliminer certains points de dissension et s'entendre sur l'essentiel. Donc en réalité, faire un conclave, c'est une bonne chose, par principe. Maintenant, tout dépendra de comment ça va se passer, ce qui sera dit là-bas. Donc moi, je ne connais pas la raison du CAR à vouloir ne pas participer à ce conclave, mais je pense que le principe voudrait qu'on y aille et que, bon, on voit, avant de ne pas parvenir à s'entendre. Mais maintenant, c'est la fin qui va justifier les moyens. Comme l'a dit Marc, mais si le noyau dur persiste et que c'est le CAR qui se désolidarise, vous verrez que par rapport à la volonté populaire, chacun verra tirera sa conclusion. Oui, tirera sa conclusion et chaque parti verra ce qu'il se trouve ou bien en fait
sa popularité ou bien en fait, par rapport au peuple, chacun verra où il se trouve et le peuple en tirera les conséquences qui adviendront. Donc je crois qu'en réalité, à un moment donné, la population était favorable à ce que les partis soient soudés et qu'ils arrivent à obtenir ensemble ce que nous appelons l'alternance. Maintenant, s'il s'est avéré que certains se désolidarisent et on comprend que c'est parce qu'eux ils ne veulent pas faire du groupe, je ne dis pas que c'est ça, parce que j'ai dit je ne connais pas les raisons qui motivent leur refus de participer à ce conclave-là. Si ça s'avère que bon, c'est eux qui ne veulent pas faire route comme ensemble avec les autres, là vous verrez que bon, c'est eux qui vont finalement ils n'auront les yeux que pour pleurer. Je ne souhaite pas ça, mais je crois qu'il faut sauver la situation. Le mieux c'est qu'ils aillent ensemble et que les choses puissent évoluer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, ce numéro 250 du 8 février 2019. En studio avec moi, Marc Aboflan, directeur de la publication de Faits et Chiffres. Marc, merci d'être passé. C'était avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, merci et bon week-end. Bon week-end à vous tous et c'est un plaisir d'être là. Ouais. Maître Agbouga, merci d'être là également. Merci à vous également. J'espère vous avoir le vendredi prochain beaucoup plus ponctuellement. Si, Maintenant, je vais finir avec l'anniversaire. Ildefonse Akpaki. Oui, c'est tout à l'heure là à côté. Ah bon, ça continue. Mais ça continue. Mais quand le Seigneur te fait grâce, tu partages la grâce avec ceux qui te sont chers. C'est tout. Et voilà. Bon, j'espère que tout le monde a compris le message. Oui. Merci encore une fois à Ildefonse Akpaki. Je rappelle, il est le directeur du site d'information La Gazette du Togo, qui fête son 3e anniversaire. C'est bien ça l'information. C'est ça. L'émission a été mise en onde par Romary Freitas. Moi, je vous retrouve le lundi prochain à partir de 16h. Bon week-end chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.